Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 1 et 2 du TD 25 qui portent sur les machines thermiques. Alors l'exercice 1 sur la pompe à chaleur, je l'ai dit hier à la fin de la séance, c'est un exercice qui est plutôt 2 étoiles, non pas parce que la difficulté est intrinsèque à cet exercice, mais c'est parce qu'il est, il faut l'avouer, il est mal formulé. Donc pour ça, ce que je vous demande sur cet exercice, c'est de ne pas vous prendre la tête, comme on dit, sur la formulation, mais de vous attacher à bien comprendre la correction. Donc exercice 1, pompe à chaleur. Ce qu'on souhaite, c'est maintenir la température d'un immeuble, donc sous-entendu de l'air à l'intérieur d'un immeuble, à une température de 20 degrés, alors que la température extérieure vaut 0 degré Celsius. Pour ça, l'énoncé nous dit, et on admettra ce résultat, qu'il faut fournir une énergie, donc sous-entendu une énergie thermique, de 10 puissance 8 joules par heure. La première question, on nous demande la puissance minimale que doit alimenter une pompe à chaleur, assurant le chauffage de l'immeuble. Et là, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on souhaite déterminer la puissance électrique minimale qui doit alimenter cette pompe à chaleur pour assurer le transfert de 10 puissance 8 joules par heure. Deuxième question, on demande quelle est l'efficacité d'une telle pompe à chaleur. Et troisième question, c'est une question plus d'interprétation de formule. On dit à T1 fixé, donc à 0 degré Celsius fixé, la température extérieure fixée. Pour quelle température T2 l'efficacité est-elle maximale? Alors allons-y pour le corriger. Alors ce qui est difficile dans cet exercice, c'est qu'il est mal posé. Donc je le redis, essayez de bien comprendre le corrigé, et si le corrigé est bien compris, alors l'essentiel de l'exercice sera gagné. Donc l'énergie de 10 puissance 8 joules par heure, ça correspond au transfert thermique à fournir à l'intérieur de l'immeuble par heure. Puisqu'il s'agit d'un transfert thermique par unité de temps, on voit que cette grandeur-là va être homogène à une puissance. Donc c'est une puissance thermique que je peux noter PTH pour puissance thermique est égal à QC sur delta T. Ce que nous demande l'énoncé, c'est d'établir le lien entre cette puissance thermique et la puissance électrique que doit recevoir le fluide de la pompe à chaleur. On voit qu'on doit lier deux grandeurs qui sont la grandeur utile, qui est la puissance thermique, et la grandeur à fournir, qui est la puissance électrique. Et on sait que la grandeur qui va lier la grandeur utile et la grandeur à fournir, eh bien, c'est la grandeur de performance d'une pompe à chaleur. Et la performance d'une pompe à chaleur, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de la pompe à chaleur. L'efficacité de la pompe à chaleur, elle est définie par, on fait grandeur utile sur grandeur à fournir, et donc ça fait QC sur W. Et pour que ce soit positif, ici je rajoute un moins. Je vous rappelle que cette expression, elle n'est pas à connaître par cœur, et que vous devez en revanche savoir la retrouver, et que pour la retrouver, moi je vous conseille de faire à côté un schéma de principe rapide. Donc dans le schéma de principe, on a l'extérieur qui va fournir un travail électrique au fluide, à la pompe à chaleur. L'intérieur de l'immeuble, c'est la source chaude. La source chaude va recevoir un transfert thermique de la part du fluide, et c'est en recevant ce transfert thermique que l'air intérieur va chauffer et va ainsi constituer la source chaude. Et ce transfert thermique, il est prélevé à l'extérieur, l'air extérieur de l'immeuble étant la source froide. Donc le principe d'une pompe à chaleur, c'est de prélever de la chaleur à l'extérieur et de réinjecter cette chaleur à l'intérieur. Donc ça, je le dis de manière vraiment de manière imagée. Ensuite, il faut rentrer dans le calcul pour décrire les choses plus précisément. Ok, donc on part de cette expression, de l'efficacité, et l'énoncé nous demande de faire le lien avec la puissance. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par delta T, de manière à faire apparaître des puissances. Donc au numérateur, on a moins la puissance thermique, et au dénominateur, on a la puissance électrique, qui correspond à la grandeur cherchée. Alors l'énoncé nous demande précisément la puissance minimale que doit alimenter la pompe à chaleur. Eh bien, la puissance minimale va être obtenue quand l'efficacité va être
maximale. On peut le voir aussi avec l'expression littérale. Ici, si j'isole P, ben P c'est égal à moins la puissance thermique divisée par l'efficacité. Et à puissance thermique fixée, qui est le 10 puissance 8 joules par heure, on voit que la puissance va être minimale quand le dénominateur, c'est-à-dire quand l'efficacité va être maximale, ce qui est cohérent physiquement. Donc on voit que la puissance minimale est atteinte quand l'efficacité sera maximale. Et une fois qu'on a dit ça, on retombe sur des connaissances, parce que nous on sait que l'efficacité maximale, d'après le théorème de Carnot, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de Carnot, et pour une pompe à chaleur, l'efficacité de Carnot est donnée par Tc, température de la source chaude, divisé par la température de la source chaude, moins la température de la source froide. Par conséquent, si j'injecte cette expression de l'efficacité de Carnot dans la formule précédemment trouvée, eh bien ça me donne l'expression littérale puissance minimale, sous-entendu puissance minimale électrique à fournir à la pompe à chaleur, ça va être égal donc à moins QTH fois l'écart de température fois delta T fois la température de la source chaude. Et une fois que j'ai cette expression littérale, eh bien j'ai tout pour passer à l'application numérique. Toujours une vigilance sur les unités. Pour avoir une puissance en watts, il faut impérativement que le transfert thermique, ici, s'exprime en joules. La durée doit s'exprimer en secondes. Et comme on l'a vu hier, ici, on fait attention pour les unités de température. Quand on a une température seule, impérativement, on la convertit en Kelvin. Et quand on a un écart de température, ben, soit on convertit les deux températures en Kelvin, soit on les laisse en degrés Celsius. Et que vous fassiez l'un ou l'autre, ça donnera la même valeur numérique pour l'écart. On fait l'application numérique et on trouve une puissance qui vaut à deux chiffres significatifs, 1,9 fois 10 puissance 3 watts, autrement dit 1,9 kW, ce qui, sans avoir forcément de culture sur les appareils électriques, est une puissance qui nous paraît acceptable. Ça veut dire que la pompe à chaleur, quand elle va fonctionner pendant 1 heure, ben, elle va consommer une énergie de 1,9 kWh, ce qui semble plausible. Une remarque sur les pompes à chaleur, ça c'est juste pour affûter votre compréhension. Vous voyez que la puissance thermique, je le déduis de cette expression-là, la puissance thermique en valeur absolue, ça va correspondre au produit de l'efficacité fois la puissance électrique. Si je redivise ceci par, enfin pas si je redivise, si je multiplie ceci par delta T, la durée pendant laquelle on va s'intéresser à l'échange thermique, aux échanges thermiques, eh bien je vais avoir QC qui va être égal à E, l'efficacité, fois W. Vous voyez qu'une pompe à chaleur d'efficacité E, ça permet de donner E fois plus d'énergie thermique à la source chaude que ce que fournirait un récepteur monotherme, que ce que fournirait un radiateur électrique. Parce que, en effet, pour un récepteur monotherme, ben, on va directement avoir, d'après le premier principe, le transfert thermique qui va être égal au travail électrique qui va être fourni à la pompe à chaleur. Donc vous voyez là heu, tout l'intérêt en termes énergétiques, de, en termes écologiques, d'utiliser une pompe à chaleur, c'est que ça permet d'économiser ça permet d'économiser énergie. Parce que encore une fois, vous voyez que le transfert thermique va être fois plus important que ce qu'on aurait pour un récepteur monotherme. Alors, comme toujours, il y a une contrepartie, c'est que installer une pompe à chaleur plutôt que d'installer un radiateur électrique, ça coûte plus cher et il y a aussi des frais d'entretien qui sont plus élevés. Bien sûr, tout ceci est amorti à mesure que la durée d'utilisation de la pompe à chaleur est importante. Et au bout d'une certaine durée, eh bien là, ça commence à être rentable. Dans la deuxième question, l'énoncé nous demande l'efficacité d'une telle pompe à chaleur. Eh bien, puisqu'on n'a pas d'informations nous permettant de déterminer l'efficacité réelle de cette pompe à chaleur, eh bien, on est contraint de, de donner uniquement l'efficacité maximale. Et l'efficacité maximale, d'après le théorème de Carnot, donc on l'a déjà dit dans la question 1, c'est Tc sur Tc moins Tf. Et lorsqu'on fait l'application numérique avec Tc impérativement en Kelvin, eh bien ça nous donne une efficacité maximale de l'ordre de 15. Ce qui là encore est un résultat qui est
plausible et je vous rappelle que l'efficacité, l'efficacité réelle typique d'une pompe à chaleur est de l'ordre de 5. Mais ici, on a l'efficacité maximale. Dans la question 3, on demande à T1 fixé, c'est-à-dire pour une température de source froide fixée, pour quelle température T2, c'est-à-dire pour quelle température de la source chaude, l'efficacité va être maximale. Eh bien, d'après cette formule, on voit que à TF fixé, l'efficacité maximale va augmenter à mesure que TC moins TF tendra vers 0. Donc à mesure que TC va se rapprocher de TF. Autrement dit, plus la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur va augmenter, et moins la pompe à chaleur sera efficace. On passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on s'intéresse à la climatisation d'un local. Alors l'enjeu de la lecture de l'énoncé, c'est de commencer à extraire un maximum d'informations qui vont vous permettre d'appréhender la situation et de comprendre ce qui se passe de manière à pouvoir faire jouer votre intuition. Parce que vous l'avez bien compris, mais ça je le répète, les 2 jambes en quelque sorte sur lesquelles marche la physique, sur lesquelles marche la pratique de la physique, c'est une jambe compréhension, compréhension/intuition et une jambe technique. Si vous souhaitez aborder les problèmes uniquement à coup de formules, vous êtes vite limité. Il vous faut comprendre les situations pour savoir quelle formule utiliser, mais de comprendre et d'avoir de l'instinct ne vous suffit pas. Il faut être capable de mener à bien tous les calculs et donc c'est important d'avoir cette composante technique et de plus, parfois notre intuition nous joue des tours parce que beaucoup de lois physiques sont au final contre-intuitives. Mais c'est important d'avoir de l'intuition, de comprendre ce qui se passe et c'est nécessaire aussi d'être technique. Donc l'enjeu de cette première lecture, c'est d'essayer de comprendre un maximum de choses, même si on ne sera pas capable forcément de tout comprendre. Donc on s'intéresse à l'effet frigorifique, ça nous dit déjà qu'on va s'intéresser à un récepteur d'iterme qui correspond à une machine frigorifique. C'est cette partie-là du cours qu'on va pouvoir exploiter. Pouvant être obtenus par un cycle, donc ça c'est classique pour les machines thermiques, on s'intéresse à des cycles, donc cycle de Brayton en système ouvert. Au cours de ce dernier, on dit qu'un gaz est comprimé, refroidi, puis détendu dans différentes parties d'une machine. La température en fin de détente étant basse, ce gaz peut être utilisé pour refroidir une enceinte, qui jouera le rôle de source froide, soit par contact direct avec cette enceinte, notamment s'il s'agit d'air, soit par l'intermédiaire d'un échangeur. Ce type de dispositif a été jusqu'à très récemment utilisé dans les avions pour assurer la climatisation des cabines de vol. Il est également utilisé pour climatiser les très grosses installations qui nécessitent de très grandes qualités de fluide caloporteur. Ça semble être du blabla, hein, pour le dire clairement. Néanmoins, ça vous permet, vous, d'épaissir votre culture sur les machines thermiques et d'apporter quelques éléments de contexte. On étudie l'air qu'on assimile à un gaz parfait monatomique. Ça va nous être utile, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser toutes les lois qu'on connaît sur les gaz parfaits, comme par exemple la loi d'état du gaz parfait, ou encore la relation de Meyer qui lie Cp et Cv pour un gaz parfait. On note gamma, le rapport des capacités thermiques à pression et à volume constant. Dans tout le problème, on considère une mole d'air. Ça c'est important, ça veut dire que dans nos formules, on pourra assimiler N à 1. Le seul endroit qui comporte des pièces mobiles et donc échangeant un travail utile est le compresseur. Ce que ça signifie, ça veut dire que le compresseur, pour pouvoir fonctionner, en fait, il va recevoir un travail électrique. Le cycle de Brayton est formé de 2 transformations adiabatiques. Donc là, on commence la description des caractéristiques des transformations du cycle. Et ça, c'est fondamental. Et ça va nous intéresser en premier lieu. Donc dans le cycle de Brayton, il y a 2 transformations adiabatiques et 2 transformations isobares. Donc de l'état 1 à l'état 2, le gaz subit une compression adiabatique réversible, le faisant passer de la pression P1 à la pression P2. Alors tout ce qui suit là, c'est fondamental. On va essayer d'ores et déjà, lors d'une première lecture, d'extraire des informations.
Donc quand on passe de l'état 1 à l'état 2, le gaz, donc qui est un gaz parfait, va subir une compression adiabatique réversible. Quand vous voyez ceci, adiabatique réversible, ça doit faire tilt dans votre esprit. Ça signifie que de l'état 1 à l'état 2, vous pourrez utiliser, vous pourrez exploiter les lois de Laplace, les PV gamma égale à constante et toutes celles que vous pouvez déduire de PV gamma égale à constante. Le fait qu'on ait une compression adiabatique va impliquer, alors pas le fait qu'il y ait une compression, mais le fait que cette transformation soit adiabatique, va impliquer qu'il n'y a pas de transfert thermique lors de cette transformation entre le système, c'est-à-dire le gaz, et l'extérieur. Par conséquent, on pourra écrire lors de cette transformation adiabatique que Q est égal à 0. De l'état 2 à l'état 3, on a une compression isobare. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que P2 est égal à P3. Et ça veut dire notamment aussi que cette transformation, elle est quasi statique. Plus donc isobare, c'est quasi statique plus pression constante. Ok. De l'état 3 à l'état 4, détente adiabatique réversible. Donc adiabatique plus réversible, plus le fait que ce soit un gaz parfait, ça signifie qu'on va pouvoir utiliser les lois de Laplace de l'état 3 à l'état 4. Et le fait que ce soit adiabatique, ça va impliquer qu'on va avoir le transfert thermique lors du passage de l'état 3 à l'état 4 qui va être égal à 0. Ok, et ensuite on dit qu'on revient à l'état initial par une transformation isobare. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que la pression à l'état 4 est égale à la pression A dans l'état 1. Ok, très bien. Alors là, il faudrait faire un schéma pour essayer de poser tout ceci et pour mobiliser votre intelligence visuelle, pour exploiter votre intelligence visuelle. Alors l'énoncé vous aide parce qu'il vous demande de tracer ce cycle-là dans un diagramme de Watt, qui est un diagramme qui représente la pression en fonction du volume. Et il va falloir justifier que ce diagramme-là est adapté pour décrire un climatiseur. Alors on peut d'ores et déjà répondre à la deuxième partie de la question. En fait, justifier qu'il est adapté à un climatiseur, ben on sait qu'un climatiseur c'est une machine frigorifique, on sait qu'une machine frigorifique c'est un récepteur d'iterme, et donc on sait qu'un récepteur d'iterme va recevoir du travail. Et nous, on sait qu'un cycle récepteur est un cycle qui est parcouru dans un diagramme de Watt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on s'attend à ce que ce cycle-là soit parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ce qu'on fait, eh bien là, simplement, on va exploiter toutes ces informations-là et on va obtenir, alors on n'obtient pas ça forcément d'emblée, hein, on utilise un brouillon, et ce qu'on va obtenir, c'est ceci. Donc le fait que ce soit isobare, vous voyez, pour la transformation de 2 à 3 et de 4 à 1, fait que dans un diagramme de Watt, ces transformations sont décrites par des droites qui sont horizontales, qui correspondent à des transformations à pression constante. Et ensuite, le fait que les transformations de 1 à 2 et de 3 à 4 soient des détentes, soit des transformations adiabatiques plus réversibles, eh bien ceci fait que au cours de cette transformation, la loi de Laplace s'applique. Et si la loi de Laplace s'applique, ici on va utiliser celle qui mêle P et V pour pouvoir utiliser les grandeurs qui sont, qui sont utilisées dans un diagramme de Watt. On a PV gamma égale à constante, et on voit que P est égal à une constante divisée par V à la puissance gamma. Par conséquent, lorsqu'on représente P en fonction de V, eh bien on va avoir une allure de type hyperbolique. Donc voici ce qu'on a. Je fais juste une remarque pour insister sur les adjectifs du vocabulaire. Ici, le fait qu'on ait des transformations qui soient réversibles et le fait qu'elles soient isobares signifie que chacune de ces transformations est quasi statique. Puisque chacune de ces transformations est quasi statique, ça veut dire que en chacun des points de la transformation, on a un état d'équilibre avec l'extérieur. Et c'est le fait qu'on ait à chaque fois une succession d'états d'équilibre qui justifie le fait qu'en chacun des points de la transformation, on a un état d'équilibre, et donc en chacun des points de la transformation, la pression et le volume soient définis. Si une transformation n'est pas une succession
d'état d'équilibre, alors il est impossible de donner pour chacun des points de la transformation, ici de donner la valeur de la pression et du volume. Donc c'est juste une remarque, en fait tous les diagrammes de Clapeyron et les diagrammes de Watt se tracent forcément en faisant l'hypothèse, en modélisant l'ensemble des transformations comme étant des transformations quasi statiques. Sinon on n'a pas accès à l'ensemble des paramètres d'état. Bref, c'est une parenthèse pour revenir sur ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre précédent. Ok, donc c'est ce que j'ai mis ici et j'ai pas de remarques supplémentaires. Maintenant, donc deuxième partie de la question, ben on voit que simplement si on suit les descriptions, on voit que pour passer de l'état 1 à l'état 2, etc., on se déplace dans le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre. Par conséquent, on a un cycle récepteur en accord avec une machine frigorifique, c'est-à-dire en accord avec un climatiseur. Dans la question 2, on nous demande donc, sans calcul lourd, justifier que la transformation de l'état 2 à l'état 3 s'accompagne d'un refroidissement. On reformule la question, et ce qu'on doit montrer, c'est que la température dans l'état 3 est inférieure à la température dans l'état 2. Alors, est-ce qu'on peut regarder directement ici ce qui se passe, parce qu'on nous dit sans calcul lourd, donc a priori on pourrait se dire on va exploiter le diagramme de Watt. Donc quand on passe de l'état 2 à l'état 3, on a une compression isobare. Donc vous voyez que compression ne signifie pas toujours augmentation de pression. Compression, ce que ça signifie toujours, c'est diminution du volume. Alors ici, on passe de l'état 2 à l'état 3 par une diminution de volume, et cette diminution de volume est faite à pression constante. Donc c'est pas forcément évident à interpréter, mais on peut l'interpréter physiquement. Bah, imaginez, vous comprimez un volume, c'est-à-dire vous faites diminuer son volume. Donc a priori, si vous diminuez son volume, là, si vous le faites de manière, adiabatique, si vous comprimez ce volume-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une augmentation de pression. Si ici, on a une compression qui est isobare, ça veut dire qu'il y a un autre phénomène qui va se passer pour que la pression reste constante. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la température va diminuer. Si on essaie de visualiser ce qui se passe à l'échelle microscopique, eh bien, les molécules vont se déplacer un peu moins rapidement, de manière à ce que la pression reste constante. Alors ça, c'est si on veut avoir un peu d'intuition, mais on n'a pas besoin d'avoir cette profondeur de compréhension. Simplement, on exploite le fait que cette transformation de l'état 2 à l'état 3 est isobare. Donc on peut écrire que P2 est égal à P3. Et d'après la loi des gaz parfaits, écrit dans l'état d'équilibre 2 et 3, eh bien on a nRT2 sur V2 qui va être égal à nRT3 sur V3. Après simplification par n et par r, où on peut écrire n est égal à 1 dans chaque état, on isole ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la température dans l'état 3, et on a T3 est égal à T2 fois V3 sur V2. Et puisque le volume dans l'état 3 est inférieur au volume dans l'état 2, donc ici ce rapport-là est inférieur à 1, et par conséquent on va avoir T2 qui va être multiplié par un coefficient plus petit que 1, donc T3 va être inférieur à T2, donc on a bien un refroidissement quand on passe de l'état 2 à l'état 3. Donc on a bien prouvé ce qu'on devait prouver. Dans la question 3, l'énoncé nous demande donc pour chacune des transformations du cycle, on doit exprimer le transfert thermique associé en fonction de la constante des gaz parfaits et des températures. Ok, première chose à faire, ben vous voyez d'après notre lecture de l'énoncé, les transformations de 1 à l'état 2 et de l'état 3 à l'état 4 étant adiabatiques, on a Q12, donc le transfert thermique de l'état 1 à l'état 2 qui est égal à 0, et le transfert thermique de l'état 3 à l'état 4 est égal à 0. Là, j'insiste bien sur la nécessité d'avoir une lecture de l'énoncé qui vous permette d'extraire de l'information. Si vous lisez les énoncés en y allant en mode automatique, c'est-à-dire vous avez une lecture qui est en mode hyper stress parce que vous vous dites il faut que je passe vite à la rédaction, j'ai peu de temps pour chercher mon TD, ou j'ai peu de temps pendant mon DS ou pendant mon concours, vous allez bloquer
tous ces liens-là possibles. Et donc, quand vous allez lire adiabatique, vous allez juste le lire, mais vous n'allez pas extraire du sens. Et donc là, le piège, en termes de méthodologie, c'est de chercher à trouver Q1-2 en passant par le premier principe, en passant par l'exploitation de toutes les formules que vous avez. Néanmoins, vous n'arriverez pas forcément à cette conclusion Q1-2 est égal à 0 et Q3-4 est égal à 0. C'est pas grave d'essayer un petit peu, mais il faut que assez vite, vous ayez l'idée d'exploiter les définitions. Et donc ça, l'idéal, c'est que dès votre première lecture, vous exploitiez cette caractéristique des transformations adiabatiques. Donc là, directement, vous voyez, il n'y a pas de calcul à faire, et même on ne peut pas faire de calcul, puisque ces transformations-là sont adiabatiques, alors les transferts thermiques associés à cette transformation valent 0. Pour déterminer le transfert thermique associé à la transformation de l'état 2 à l'état 3, on va exploiter le fait que cette transformation elle est isobare. Puisqu'elle est isobare, on a le premier principe pour les transformations isobares qui s'écrit que la variation d'enthalpie va être égale à QP. Alors ici, j'aurais pu écrire delta H avec en indice 2, 3 est égal à QP. Et ici, je pourrais être plus lourd dans les notations pour être plus explicite, mais c'est pas indispensable. Je pourrais écrire QP, pardon, 2, 3. Or, on sait que delta H pour un gaz parfait, et ça c'est toujours le cas, delta H pour un gaz parfait va être égal à Cp fois delta T. Ben finalement, si je couple ces égalités, je vais avoir Qp qui va être égal à Cp delta T, et ça, vous voyez, pour un gaz parfait subissant une transformation isobare, on aura toujours Qp est égal à Cp fois delta T. Ici, donc, la température finale c'est T3 et la température initiale c'est T2. Donc on a le transfert thermique qui nous intéresse, Q de l'état 2 à l'état 3, qui va être égal à Cp T3 moins T2. Ok, on a bien avancé, mais l'énoncé nous demande d'exprimer les transferts thermiques en fonction de la constante des gaz parfaits et des températures. Donc ici, a priori, Cp nous dérange. Donc on va déterminer l'expression de Cp, et pour ça, on va partir de l'expression de Meyer. Alors là, je reviens sur ce que j'ai dit, l'expression de la relation de Meyer, il me semblait qu'il fallait que vous soyez capable de la retrouver. Alors c'est plus que ça, il faut être capable de la retrouver, mais visiblement, vous voyez, d'après cet extrait de concours, il faut être capable de l'exploiter également. Alors ce concours date un peu et depuis il y a eu des réformes. Néanmoins, je vous conseille, pour vous parer à toutes les situations, de connaître la relation de Meyer. Donc Cp moins Cv est égal à Nr. Et on fait attention au niveau des notations. Ici c'est grand Cp et ici c'est grand Cv. On n'a pas petit Cp et petit Cv qui seraient des capacités thermiques massiques. Donc en exploitant la relation de Meyer et le fait que gamma est égal à Cp sur Cv, cela conduit à, donc là il y a des calculs que je n'ai pas fait apparaître, mais qui sont dans le cours sur le premier principe, ça conduit à Cp est égal à Nr gamma sur gamma moins 1. Et là par conséquent on a Q d3 est égal à R gamma sur gamma moins 1, facteur de T3 moins T2. Une remarque en termes de formulation des énoncés de concours, vous voyez qu'on nous demande d'exprimer les transferts thermiques en fonction de la constante des gaz parfaits et des températures. Ici, on a plus que ça comme données, on a aussi gamma. Et donc ça c'est à savoir, ce sont des codes en quelque sorte. Quand l'énoncé vous demande d'exprimer une grandeur en fonction d'autres grandeurs, toutes les grandeurs en fonction desquelles vous devez exprimer la grandeur qui vous est demandée, cette liste-là de grandeurs, elle n'est pas forcément exhaustive, elle n'est pas forcément complète. Et ici, vous voyez, l'énoncé ne disait pas qu'il fallait exprimer le transfert thermique, notamment en fonction de gamma. Bon, néanmoins, on a bien exprimé en fonction de R et des températures. Une fois qu'on a fait ceci, c'était le plus difficile. On va exploiter la même démarche pour la transformation thermique, la transformation thermodynamique, pardon, pour le transfert thermique de l'état 4 à l'état 1. Donc ça nous donne Cp fois delta T. Et ici, on fait attention, vous voyez, moi-même en allant trop vite, j'ai fait une erreur. Ici, l'état final, c'est l'état 4 et l'état initial, c'est l'état 1. Et mince, ici, là, il y a une erreur. Là, j'aurais dû corriger. Alors, est-ce que je peux le modifier comme ceci? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, je le modifierai, je le note sur le document que je vais vous envoyer.
Donc bon, c'est bien, ça me permet, il faut exploiter toutes les opportunités. Ça me permet d'insister sur le fait que donc c'est Cp delta T, c'est T final moins T initial. Et si on regarde la transformation, ici la température finale, c'est la température dans l'état 1 et la température initiale, c'est la température dans l'état 4. Donc par conséquent, le delta T va s'écrire T final, donc T1, moins la température initiale, donc T4. Ok, et là, on a bien répondu à la question. Dans la question 4, je vais revenir sur l'énoncé. L'énoncé nous demande de définir l'efficacité, alors qui est noté état, comme ce que nous on a noté, donc la notation qu'on a employée pardon, pour un rendement. Donc là on pourrait la noter E ou état, c'est pas très dérangeant. Donc définir l'efficacité état du climatiseur, puis l'exprimer en fonction des transferts thermiques. Alors là il y a aussi une erreur, donc ça y est pas besoin. Puis l'exprimer en fonction des transferts thermiques, ça il faut barrer, des différentes phases du cycle. Donc on part toujours de ce qu'on connaît. Nous on connaît le schéma de principe et ce schéma de principe va nous permettre de trouver l'expression de l'efficacité du climatiseur. Donc on a ceci, on a le fluide, alors ici on peut écrire fluide ou système ou machine thermique. Ce fluide va recevoir un travail électrique de l'extérieur et le climatiseur va prélever un transfert thermique de la source froide et c'est parce qu'il prélève un transfert thermique de la source froide que la température va baisser dans la source froide et que par conséquent on va avoir une source qualifiée de froide. Donc cette source froide c'est l'air à l'intérieur de l'enceinte et la source chaude, donc en fait ce transfert thermique, il va être prélevé et il va être euh, cédé, il va être recédé à la source chaude qui est l'air extérieur à l'enceinte que l'on souhaite refroidir. Ce sens-là, ça nous permet de donner des signes ici au transfert thermique et bien sûr au travail. Il y a un travail électrique qui va être reçu par le fluide, donc c'est en plus pour lui d'après les conventions de la thermodynamique. Il y a un transfert thermique qui va être prélevé à la source froide, ça veut dire que le fluide va recevoir un transfert thermique de la source froide, ça veut dire que c'est en plus pour lui, donc on a un transfert thermique QF qui est positif. Et ça, on l'avait vu d'après le diagramme de Ravo, mais il faut être capable de le citer sans passer par le diagramme de Ravo. Eh bien, on voit que d'après le diagramme de Ravo, on voit qu'on a un transfert thermique qui va être cédé à la source chaude. Donc ici, on a un transfert thermique QC qui est en moins, qui est cédé par le fluide à la source chaude. Donc par conséquent, QC est négatif. Ok. L'efficacité, ça va être égal à la grandeur utile, c'est-à-dire ce qu'on demande au climatiseur, sur ce qu'il faut lui fournir pour qu'il fasse ce qu'on lui demande. Donc ce qu'on lui demande, c'est de refroidir la source froide. Par conséquent, c'est de prélever à la source froide un transfert thermique. Donc ce qu'on lui demande ici, c'est de générer le transfert thermique QF. Et pour ça, ce qu'on doit fournir, c'est W, le travail électrique. On fait un point sur le signe. Il faut que état soit positif, il faut que l'efficacité soit positive. Et puisque ici QF est positif et W est positif, par conséquent, on va avoir une efficacité qui est déjà ici positive. Alors le problème qu'on a quand on est à ce stade-là, c'est qu'on n'arrive pas complètement à coller à ce que nous donne l'énoncé. Autrement dit, on doit poursuivre, on doit développer et on doit déterminer quel est ce transfert thermique QF, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le cycle de Brayton, correspond au transfert thermique qui va être prélevé à la source froide. Alors ici, ce que j'ai fait, moi, dans le fil directeur que j'ai suivi dans ma tête, je me suis dit, on nous demande de tout exprimer en fonction des cycles, donc je suis parti de l'écriture du premier principe sur un cycle. Donc delta U, d'après le premier principe, c'est la somme du travail et la somme des transferts thermiques. Et ici, comme on a plusieurs transferts thermiques, a priori, j'ai sommé tous les transferts thermiques, j'ai simplifié, enfin j'ai pas simplifié, j'ai neutralisé Q12 et Q34 qui valent 0, parce que ce qu'on a vu dans les questions précédentes, on a vu que Q12 et Q34 étaient égaux à 0, puisqu'ils étaient associés à des transformations adiabatiques.
Ok, donc ça nous donne W plus Q de 3 plus Q4,1 qui va être égal, puisqu'on a un cycle, à 0. Donc ça nous donne le travail qui va être égal à moins, ouvrez la parenthèse, Q de 3 plus Q4,1, fermez la parenthèse. Pour pouvoir simplifier état, il faut déterminer si le transfert thermique échangé avec la source froide se produit sur la transformation 2,3 ou sur la transformation 4,1. Et là, il faut comprendre ce qui se passe. Le transfert thermique avec la source froide, il doit être prélevé. Autrement dit, il doit être positif. S'il doit être positif, ben, il faut forcément que ça conduise à un échauffement du fluide. Puisque le fluide va recevoir un transfert thermique, et bien le fluide va s'échauffer. Donc il faut que la température à l'issue du transfert thermique soit plus importante que la température initiale. Donc ce qu'on cherche, c'est la transformation 2 ou 3 ou 4, 1, de 4 vers 1, pour laquelle on a une température finale qui est supérieure à la température initiale. Ce qu'on avait vu dans la question 2, c'est que la température finale, la température T3 était inférieure à la température T2. Par conséquent, la température 2,3 ne peut pas correspondre à un échauffement. Et cette température, cette transformation 2,3, ben par conséquent, on l'exclut. Ça ne peut pas être cette transformation qui va être associée au transfert thermique avec la source froide. Donc, par élimination, on en déduit que c'est forcément la transformation de 1 vers 4. Mais si on veut s'en assurer, ben on peut faire comme on a fait à la question 2, en exploitant le fait que cette transformation de 1 vers 4, pardon, 4 vers 1, elle est isobare, et ça va conduire à une température dans l'état 1 qui va être supérieure à la température dans l'état 4. Et bien, par conséquent, on va avoir donc le transfert thermique associé à la source, au transfert avec la source froide, qui va être égal à Q4,1. Je fais un commentaire physique, ok, mais qui n'est pas indispensable pour résoudre l'exercice. Donc, ce qu'on a dit, c'était que lorsqu'on se déplaçait de l'état 4 vers l'état 1, il y allait avoir un échauffement. Comment interpréter physiquement ceci? Quand on se déplace de l'état 4 à l'état 1, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est que le volume du système va augmenter, on le voit. Ce qu'on peut dire de manière certaine, d'après les données, l'énoncé, c'est que la pression du système va être constante. Eh bien, a priori, si vous augmentez si vous augmentez le volume du système, eh bien, souvent, ceci, ça conduit à une diminution de la pression. Si vous faites ceci à température constante, ben, vous avez une diminution de la pression. Et ici, on voit que pour compenser la diminution de, de pression qu'on pourrait spontanément avoir, eh bien, pour que la pression reste constante, ben, forcément, il faut fournir un transfert thermique au système, ce qui va conduire à une augmentation de température. Voilà, mais encore une fois, on n'est pas obligé de comprendre ce mécanisme microscopique pour avoir quand même un peu d'intuition sur ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et pardon, je suis allé trop loin et naviguer dans cette question. Ok, donc nous on a dit qu'il fallait que QF soit positif, c'est-à-dire que la température finale soit supérieure à la température initiale, et par conséquent on a dit que le transfert thermique échangé avec la source froide se produisait lors du passage de l'état 4 à l'état 1. Par conséquent, donc QF, je remplace par Q4,1. Ici, le dénominateur, je le remplace par, donc ce que vaut W, je le remplace par ceci, d'après le premier principe. Donc vous voyez, Q4,1, c'est de la compréhension, et ceci, c'est l'application du premier principe. Je multiplie en haut et en bas par moins 1, et ça me donne cette expression-là de l'efficacité. On passe à la question 5. Donc la question 5, c'est la dernière question de l'exercice, et comme souvent dans les exercices de sujets de concours qui sont de difficulté croissante, eh bien c'est souvent la question la plus difficile. On pose A est égal à P2 sur P1, le rapport de compression du cycle. Et on nous demande d'exprimer l'efficacité en fonction de ce rapport de compression A et de gamma du rapport des capacités à pression et à volume constant. Ok, donc cette question, elle est très technique et il y a notamment il y a un passage d'intuition qui nous permet de nous mettre sur les rails. Et une fois qu'on est sur les rails, c'est voilà, c'est technique. Donc j'ai mis presque que du calcul. En fait, au départ, j'avais mis que du calcul. C'est presque que du calcul parce qu'il y a quand même une idée qu'il faut avoir à un moment donné.
Première chose qu'on peut faire, ben, on part de l'efficacité et on exploite ce qu'on avait trouvé dans la question 3. Donc ceci, c'est l'expression des transferts thermiques qu'on a trouvé à la question 3. Donc j'écris ceci et ensuite on va simplifier par R gamma divisé par gamma moins 1 puisqu'il est présent au numérateur, au dénominateur et ça me donne ceci. L'énoncé nous demande de faire intervenir le, le facteur de compression, donc A, donc il va falloir qu'on fasse intervenir des pressions. Et l'énoncé nous demande également de faire intervenir gamma. Alors si on devait seulement faire intervenir les pressions, on pourrait se dire, ben, on va exploiter la loi d'état du gaz parfait, et à chaque fois on va exprimer les températures en fonction des pressions. Le fait que l'énoncé nous demande de faire intervenir également gamma, et bien là, euh, il faut travailler jusqu'à ce que une intuition apparaisse, et on voit que si on doit faire le lien entre la température et pression et gamma, et bien ça doit nous mettre la voie sur l'utilisation de la loi de Laplace. En effet, on a une loi de Laplace qui mêle pression, température et le facteur gamma, qui est la loi de Laplace, P1 moins gamma, T gamma est égal à une constante. Je vous rappelle que soit vous connaissez cette loi de Laplace par cœur, soit vous connaissez au moins par cœur la loi de Laplace, PV gamma est égal à constante, et l'utilisation de la relation PV est égal à nRT, l'utilisation de la loi d'état des gaz parfait, vous permet de retrouver également cette loi de Laplace. Bien, cette loi de Laplace, on peut l'appliquer, attention, non pas pour toutes les transformations, mais pour les transformations qui sont adiabatiques et réversibles pour le cycle. Donc on peut les appliquer pour la transformation 1, 2 et pour la transformation 3, 4. Par conséquent, ce qu'on peut écrire, c'est donc P1 moins gamma, T1 gamma est égal à P2 1 moins gamma, T2 gamma pour cette transformation, qui conduit à, alors j'ai développé les calculs, mais je préfère poursuivre mon fil directeur, ce qui est le plus délicat, donc qui nous donne T1 en fonction de T2. Donc partout où on a T1, on pourra l'exprimer en fonction de T2. On fait pareil en exploitant le fait que la transformation 3, 4 est adiabatique et réversible et que ça concerne un gaz parfait. Par conséquent, exactement de la même manière, on va pouvoir exprimer T4 en fonction de T3. Donc on a dit que partout où on a T1, on va pouvoir l'exprimer en fonction de T2, et que partout où on a T4, on va pouvoir l'exprimer en fonction de T3. Donc partout où on a T1, on va l'exprimer en fonction de T2, ici et ici, et partout où on a T4, on va pouvoir l'exprimer en fonction de T3. Donc partout où on a T4, on va l'exprimer en fonction de T3. Partout où on a T4, ici, on va l'exprimer en fonction de T3. Par conséquent, on va avoir une expression littérale qui fait intervenir A et gamma, donc ça nous intéresse, d'après l'énoncé, et T2 et T3. Et là, on voit qu'on a du T2 et du T3, ce qui a priori ne nous dérange, mais on voit que T2 moins T3, les T2 moins T3 vont pouvoir se simplifier. Donc simplement, ce que je fais, une fois que je suis là-dessus, bah là maintenant c'est que de la technique. Ici, ce T3 moins T2, je peux l'exprimer différemment. Ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai décidé d'exprimer tout en fonction de T3 moins T2. Donc ici, j'ai distribué ce moins. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai multiplié 2 fois par moins 1, j'ai multiplié ce terme-là par moins 1, et ce terme-là également par moins 1, parce que bien sûr, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, donc je conserve ce que vaut ce terme-là. Donc ça me donne ceci, et là j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par T3 moins T2, ce qui me permet bien d'avoir la simplification souhaitée, et là par conséquent j'ai ceci. Alors on pourrait en rester ici. Maintenant, donc le jour du concours, si vous êtes un peu en difficulté, vous pouvez vous arrêter à cette question, en un sens vous avez répondu à la question. Maintenant, idéalement, typiquement, vous avez cet exercice à un oral, enfin un exercice de ce type-là à un oral, si vous êtes capable de passer de cette expression à cette expression, là vous injectez de la valeur, parce que ça vous permet de simplifier votre expression littérale, donc d'être capable plus facilement d'exploiter de manière analytique votre formule, et ça va vous permettre d'avoir une expression, l'expression de votre application numérique qui sera plus simple. Donc vous voyez que le passage de là à là, il permet d'injecter de la valeur.
Donc c'est pour ça qu'on le fait et nous on s'entraîne là, on est en phase de préparation, bien sûr, du concours. Donc on essaie d'aller le plus loin possible dans la résolution des questions. Donc allons-y. Donc ce que je fais, je divise au numérateur et au dénominateur par A exposant un moins gamma sur gamma. Donc ça me permet d'avoir 1 au numérateur, 1 divisé par A, un moins gamma sur gamma, moins 1. Ceci, on peut le simplifier, et là, on va exploiter les propriétés mathématiques sur les exposants. Alors, je les fais apparaître ici dans la marge. Alors, c'est un peu sauté, donc si j'ai tout ceci, je peux l'écrire comme l'inverse de A, 1 moins gamma sur gamma. Et on sait que l'inverse, ça correspond à l'exposant moins 1, à la puissance moins 1. Par conséquent, tout ceci, je le note, A donc puissance 1 moins gamma sur gamma, le tout à la puissance moins 1. Et on sait que si j'ai, par exemple, A puissance m, le tout à la puissance m, ça va donner A puissance m fois n. Je répète, A puissance m, le tout à la puissance n, ça donne A puissance m fois n. Par conséquent, ici j'applique le moins 1, et ça va donner A moins 1, facteur de 1 moins gamma sur gamma. Ce moins 1, alors on fait attention, on le distribue soit au numérateur, soit au dénominateur. Ici, il est plus pertinent de le développer au dénominateur, et je me rends compte que ici, à nouveau, il y a une erreur. Ok, donc il y a 2 erreurs dans ce corrigé que je modifierai sur le document que je vous enverrai. Ok, donc je distribue le moins 1 au numérateur, et ça va me faire A exposant moins 1 plus gamma, ce que je peux noter aussi, A exposant, ça va nous faire gamma moins 1 sur gamma. Donc au final, on va avoir l'efficacité qui va être égale à 1 divisé par A exposant, donc là on a dit qu'on avait gamma moins 1, ici il y avait une erreur, sur gamma moins 1. Et là on a bien trouvé l'expression littérale qui nous était demandée. Voilà, j'espère que j'ai injecté le maximum d'aide possible. Si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Et ensuite, vous poursuivez la recherche des exercices 3 et 4. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, ainsi qu'un très bon week-end. Voilà, au revoir.